nous sommes en direct sur YouTube depuis le FIC 2016. On va parler neurosciences, on va parler ergonomie, on va voir avec mes deux invités la façon dont ces deux sciences peuvent contribuer à réduire le risque humain en termes de cybersécurité. À mes côtés, donc Caroline Brandon. Bonjour. Caroline Brandon, vous êtes ergonome européen et expert indépendant. Oui. Nous avons à nos côtés Jacques Fradin, docteur en médecine comportementaliste et fondateur de l'Institut de médecine environnementale. En un mot, de quoi parle-t-on? Du comportement, qu'on appelle classiquement le maillon faible de la cybersécurité et qui peut-être n'est faible que parce qu'on oublie de le prendre en compte. Alors, on va commencer avec l'ergonomie, si vous voulez bien, Caroline. On ne parle pas d'optimisation des interfaces. Non, pas du tout ici. Les champs d'ergonomie sont bien plus vastes. L'ergonomie est une science interdisciplinaire dont l'objet à l'origine est d'adapter le travail à l'homme en vue de gagner en performance, en sécurité et en santé. Les interfaces, c'est une spécialité. Un mot de vous, Jacques. On dit souvent que l'humain, c'est le maillon faible. C'est un maillon faible si on ne le prend pas en compte. Et justement, le but des neurosciences, de la psychologie, des sciences sociales, c'est d'essayer d'apporter une meilleure connaissance, pour ne pas dire la mettre dans le cahier des charges, et qui nous permet à partir de là d'apporter des réponses pertinentes. Alors elles peuvent être dans le domaine des interfaces, elles peuvent être dans le domaine de la formation des personnes, de la communication, beaucoup de domaines. On a des exemples de sécurité pas toujours user-friendly, Caroline. Oui, alors ce qui est important aussi de dire, c'est qu'en ergonomie, on interagit sur un trio. C'est l'utilisateur avec une solution et dans un contexte d'usage. Alors, quelques exemples. Comment concevoir ou choisir une solution, par exemple? Eh bien, juste un exemple pratique. On m'a demandé il n'y a pas longtemps un diagnostic. Quand on regarde une interface, par exemple, pour une application mobile destinée à des forces de vente, ou quand on la conçoit, on la regarde de face. Et en réalité, on se rend compte en allant sur le terrain que l'application, elle n'est pas utilisée de face puisqu'elle est dans un échange commercial. Et ça change tout, parce que les contenus qui sont à droite, là, il n'y a pas d'application ici, passent à gauche, et que de ce fait même, pour utiliser, passer d'un contenu à l'autre, tout ça, ça devient extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Donc ça ralentit finalement ce qui se passe, l'échange commercial sur le terrain, sachant que la personne n'a que 15 minutes. Donc ce qui est important, effectivement, ici, c'est de prendre en considération l'activité, je dirais, sur le terrain. On a d'autres exemples? Oui, on a d'autres exemples. Comment communiquer les bonnes pratiques en cybersécurité? Je vous le demande. Alors, ici, il faut dire que je suis membre du Synov IT et que ce titre, j'ai fait le tour un petit peu des entreprises pour savoir quelles étaient leurs problématiques, pour essayer d'en donner quelques-unes. Prenons l'exemple d'une PME qui veut protéger ses applications mobiles. Elle peut trouver très facilement sur Internet plutôt des bons guides facilement accessibles. Le problème, c'est que, alors quels sont les freins? Soit les guides sont concis, ça c'est plutôt bien, mais malheureusement beaucoup trop techniques, et ça exclut, soit ils sont trop explicatifs et fastidieux et on perd du temps. Donc, à qui la faute? Là aussi, comme précédemment, il y a un écart entre les professionnels des technologies, enfin de ces bonnes pratiques, et également les utilisateurs qui sont, eux, désireux d'avoir ces bonnes pratiques. En réalité, le levier, c'est de connaître les utilisateurs de telle sorte à pouvoir adapter le discours. C'est un peu comme dans une langue. Et l'erreur que j'ai perçue de part et d'autre à travers mes conversations, c'est que souvent, on prend l'exemple marketing, on reprend le segment marketing, grand compte, PME, etc. Alors qu'en fait, il faudrait prendre un segment comme pour des langues. Quel est votre niveau en termes de langue, justement? Et là, c'est important de pouvoir travailler là-dessus. On a un dernier exemple. Un dernier exemple, Ouais. Comment transformer les bonnes pratiques en habitudes? Alors là, c'est un vrai problème parce que dans l'industrie, et je pense notamment à la manipulation de gaz toxiques, l'opérateur, il est en prise avec le risque et il risque sa vie. Alors que, en cybersécurité, d'abord, le risque n'est pas avéré, n'est pas certain, il n'est pas immédiat, on ne le voit pas, il peut être différé. Et donc, les bonnes pratiques sont beaucoup plus difficiles à adopter pour ces dangers qui ne sont non perceptibles. Une façon de faire, c'est d'envisager un levier, c'est d'envisager les formations d'une façon tout à fait différente, c'est-à-dire de favoriser, entre autres, l'expérimentation de façon à intégrer les habitudes. Deuxième point que j'ai noté en interrogeant les PME, c'est que souvent les discours reposent sur la peur. Et d'un point de vue comportemental,
Ben, la peur, c'est l'instinct de survie et ça génère trois Les comment mauvais dirais-je, réflexes. réactions, voilà, sauf l'adhésion, donc il n'y a pas d'adhésion avec la peur, hein. Et donc le frein, c'est de jouer sur la peur et c'est d'ajouter du risque au risque. Un levier en cybersécurité, c'est de passer de la peur finalement à la loi de proximité. La loi de proximité est très connue en communication, on l'utilise aussi en Gestalt théorie, en psychologie de la Est-ce qu'on forme, peut l'expliquer? très facilement. Alors comment ça se passe? Eh bien, si vous avez par exemple des solutions que vous voulez diffuser auprès de vos collaborateurs, faites en sorte que toute ou partie de ces solutions puisse lui servir également dans sa vie privée. C'est une façon de faire, loi de proximité. Il y a plein d'autres exemples, mais celui-ci est tout à fait intéressant à utiliser, facile à exploiter. Caroline Bringan, Jacques Fradin, je vous propose d'un film qui sort très prochainement en salle, de Pascal Elbé avec Vincent Elbaz. Ça vous évoque quoi, Jacques Fradin? La dominance et la soumission. Et c'est une façon particulière, si on peut dire, de mobiliser le cerveau humain pour en anéantir l'esprit critique. C'est fortement utilisé, tout le monde pense au syndrome de Stockholm par exemple, c'est fortement utilisé dans tout ce qui est de l'ordre de la prédation, de la délinquance, y compris en col blanc, y compris par téléphone, y compris de façon numérique. Donc il y a par rapport à ça des diagnostics, si on peut dire, et des réponses spécifiques, aussi bien en termes de formation des personnels, pour prévenir ce genre de choses, de procédures, puisqu'on va intégrer ce risque-là, la nature de ce risque, qui est particulier. Quand on n'est pas dans la situation, on ne conçoit pas que ça puisse arriver. Sauf que ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup pour éviter? Première chose, savoir que ça se fait toujours en one-to-one, c'est-à-dire la pression se fait entre un individu et un autre. C'est pour ça que j'ai ramené Caroline sur le Voilà, plateau. exactement. Et donc, on s'aperçoit qu'introduire dans les procédures le fait qu'aucune décision de ce genre ne puisse se faire sans un tiers. Le fait qu'il y ait des procédures de vérification, par exemple, c'est le PDG qui m'appelle, mais je vais le rappeler quand même. Et c'est dans la procédure. Autrement dit, des choses simples, que même dans un état de stress extrême, on puisse appliquer. Et puis en amont, il faut, comme on le voit sur les banques, sur le site des banques aujourd'hui, attention, les procédures selon lesquelles vous vous faites avoir sont toujours les mêmes, qui ne sont pas que technologiques, elles sont aussi comportementales et psychologiques. Donc oui, c'est vrai, la loi de proximité, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, les mécanismes du mode mental automatique ou adaptatif. Un exemple, il y a un exercice qu'on utilise en recherche qu'on appelle l'exercice de numérosité. On met des points sur un écran et on demande d'évaluer le nombre. Non pas au sens du nombre pour les compter, mais il y en a plus ou moins que sur un autre écran. Eh bien, ça mobilise la partie intelligente du cerveau autant que les maths. Sauf que c'est presque immédiat. On peut demander à ce genre d'exercice 2 secondes avant de faire une opération complexe pour se mobiliser. Et voilà un exemple pour mobiliser le cerveau d'une façon pertinente pour réaliser un axe complexe. Donc on est bien entendu sur un cahier des charges, les réponses ne sont pas aussi simples à apporter, mais en tous les cas, si on intègre le comportement, et pour ne pas dire le cerveau, ou les relations psychosociales, on risque d'avoir une performance bien meilleure. On le voit sur ce qu'on appelle les nudges, on peut passer de 10 à 90% de succès avec des procédures de ce genre. Caroline Bringan, un dernier commentaire avant de conclure. Alors, on pourrait dire que du point de vue du travail, un contrat de travail implique effectivement d'être sous la direction de son supérieur hiérarchique, donc ce qui explique aussi ce genre de choses, et que ce sont souvent les organisations qui sont extrêmement organisées en silo qui sont plus sujettes à ça. Et trop top-down. Absolument aussi. Voilà. Donc ça réinterroge tout ça. Voilà. Ce qui est plutôt intéressant. Ça met en évidence des points faibles qui ne sont pas faibles que pour la cybersécurité. Souvent, c'est l'occasion d'améliorer le management et l'organisation. Et qui veut dire que ce n'est pas que la faute de l'humain. Voilà. Bien Bref. au contraire. Je ne sais pas qui j'ai sa conclusion, le mot de la fin, je vais le prendre du coup. Un grand merci à vous deux, on l'a bien compris, la cybersécurité, il y a des risques, mais du coup, c'est pas que technologique, c'est aussi l'humain. Et ce sont des opportunités. Allez, ce sera pour vous, Jacques Fradin, le mot de la fin. Un grand merci à vous également, Caroline Bringan, depuis le FIC 2016.